Dès la première ligne, on se rend compte qu'il y a une petite plus ou moins surprise, c'est la titularisation de Diogo Costa. Pourquoi plus ou moins surprise? Parce que c'est le troisième match de la compétition et d'habitude, les entraîneurs font jouer le deuxième gardien pour lui laisser un petit peu de temps de jeu, pour que lui il participe à la Coupe du Monde. Pour l'ami Santos, non. Il a remis Diogo Costa, comme d'habitude. C'est le titulaire indiscutable au niveau de la sélection portugaise. Il en est à son 10e match, le jeune gardien de Porto. Et donc, pas de cadeau pour Rui Patricio, qui était l'ancien gardien titulaire avec la sélection portugaise, notamment lors des dernières compétitions. Bon, non, on fait pas de cadeau, on laisse Diogo Costa. Pourquoi pas? Ensuite, la défense, Dalot, Pepe, Antonio Silva, Cancelo. Plein de choses à en dire. Première chose, c'est la première fois depuis le début de la compète, hormis le fait qu'ils mettent Cristiano Ronaldo devant et João Félix, c'est pratiquement la première fois où je suis vraiment satisfait de ce qu'a fait Fernando Santos, défensivement. D'abord, il a mis Cancelo à gauche. On va parler d'abord de Cancelo. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, comme je vous l'avais dit lors du dernier débrief, on avait parlé du Portugal. J'avais trouvé que Rafael Guerreiro, même si techniquement c'est un bon joueur et que je l'aime bien, je le trouve un peu trop lent aujourd'hui pour évoluer au sein de la défense portugaise. Et donc, je me suis dit qu'il aurait été intelligent de mettre Dalot à droite et de remettre Cancelo à gauche, qui est son poste pratiquement de prédilection à Manchester City, puisque c'est souvent Kyle Walker qui évolue sur le côté droit. Et que Cancelo, il a la capacité d'évoluer soit à droite, soit à gauche. Donc, Fernando Santos, il a dû écouter une rediff du live, je sais pas. C'est ce qu'il a fait en tout cas. Donc bon, déjà, je vous dis pas que des saucisses, hein, visiblement, les idées que j'ai du football, et bah même les sélectionneurs, finalement, les appliquent. Donc ça déjà, je suis assez satisfait à ce niveau-là, parce que c'est toujours mon inquiétude de venir vous voir, d'avoir du monde qui m'écoute et de vous raconter une belle saucisse qui s'avère totalement fausse et tactiquement surtout pas du tout... pas du tout adapté. Donc là, pour l'instant, assez satisfait. Cancelo à gauche, Dalot à droite. Donc là, avec la première titularisation de Diogo Dalot en Coupe du Monde, le latéral droit de Manchester United, et ça s'est avéré payant. En tout cas, offensivement. Ensuite, la titularisation de Pepe, ça, c'est très bien. On se rappelle qu'il revient de quelques mois de blessure, hein, parce qu'il a été blessé quasiment 2 mois, Pepe. Une blessure au genou. Donc je trouve ça bien de l'avoir mis, parce qu'il a besoin de temps de jeu, vu qu'il n'a pas beaucoup joué en ce début de saison. Et sa titularisation, elle fait du bien, parce on va avoir besoin de lui, hein, défensivement. C'est toujours le taulier de cette défense, même s'il a 39 ans. Et puis à côté, le petit Antonio Silva. Voilà, ça c'est encore la preuve que Benfica est une usine à former des très grands joueurs. Parce que lui, il n'a que 19 ans. Ce gars-là, il n'a que 20 matchs avec Benfica. Donc 20 matchs avec l'équipe professionnelle. Avant le mois d'août de cette saison, il n'avait pas encore joué en professionnel. Et là, il se retrouve à être titulaire lors d'un match de Coupe du Monde. Donc voilà, le football va très très vite. En tout cas pour lui, ça accélère à vitesse grand V, sachant qu'il a joué 6 matchs en Ligue des Champions et qu'il a déjà marqué, notamment contre la Juventus de Turin. Pardon. La pépite de Benfica, ouais, vraiment une petite pépite. Lui, c'est l'avenir de toute façon de la sélection, parce que c'est la dernière compétition de Pep. Et derrière, il va falloir que... Enfin, il nous fallait en tout cas trouver du monde. Et voilà, on l'a avec Antonio Silva, donc j'étais très content de le voir titulaire. Le milieu de terrain. Santos, du bien, du moins bien. Le bien, la première titularisation de Vitinha, ça y est. Ça y est, Fernando Santos, il a décidé d'arrêter de le boycotter, Vitinha, la star du PSG, parce que c'est pratiquement une star, vu qu'il joue que au milieu des stars et qu'il est titulaire. Premier match en Coupe du Monde, et alors, franchement, son apport, il est indiscutable. Il a été, je pense que pratiquement le meilleur Portugais ce soir. Vitinha, il a été présent à la récupération, il a cette faculté à jouer court, à donner des ballons, à aller vers l'avant, à faire des différences, et puis quelle technique en mouvement, enfin c'est, voilà. J'espère qu'avec ce match, connaissant Santos, il sera pas titulaire, mais au moins qu'il rentre, au moins que ce gars-là, en deuxième période, il rentre, et pour moi, il devrait être titulaire.
Mais voilà, très bien d'avoir mis Vitinha. Très bien aussi d'avoir mis Matheus Nunes, qu'on avait vu très bon lors de son entrée contre l'Uruguay, qui n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas été extraordinaire, mais c'est pas un mauvais match de sa part. Et puis c'est très bien de le mettre parce que de toute façon, encore une fois, il faut préparer l'avenir. Et pourquoi pas le tester sur un match où finalement on n'a rien à perdre. C'était plutôt positif. Par contre, petit point négatif tout de suite d'entrée, la titularisation de Ruben Neves. L'ami Santos, je sais pas, Ruben Neves, il sort avec sa fille, ou je sais pas, ou il est marié avec sa femme, ou c'est son fils caché. En tout cas, il est là tout le temps. Donc le mec, on se rappelle quand même de son dernier match qui était un peu mieux. Alors le premier était catastrophique, le deuxième était un peu mieux, mais il a quand même passé 80 minutes à remettre son chignon. Alors que Païgna, en effet, et Christophe, Ruben Neves out, Païgna in, on est totalement d'accord. En tout cas, il aurait été plaisant de le voir sur ce match, Païgna. Parce qu'à chaque fois qu'il est rentré, donc il est rentré contre le Ghana le premier match, et ensuite il est rentré contre la Corée du Sud, et pas contre la Corée du Sud, contre l'Uruguay, et il avait fait deux très bonnes rentrées où il avait été percutant, il avait récupéré des ballons, il avait permis à notre bloc de jouer beaucoup plus haut. Donc ça c'était très bien. Et je m'attendais à le voir titulaire, et ben non, on nous remet Ruben Neves, qui n'a pas été mauvais. Il y a des moments où il a trouvé. On l'a vu un peu plus. Un peu meilleur dans ses choix. On l'a vu trouver ses transversales et orienter un peu le jeu, ce qu'il n'avait pas trop fait lors des premiers matchs. On l'a vu donner un petit peu de vitesse au jeu, mais quand même, on aurait voulu voir Païgna sur ce match. Et alors, devant, je m'arrête, je sais plus quoi dire. Parce que là, devant, Fernando Santos, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu mettes Cristiano Ronaldo, bon, il n'y a pas de... Encore une fois, là, il n'y a pas trop de contestation. Cristiano, avec ce qui se passe dans sa carrière en ce moment, avec ce qui s'est passé à Manchester, de le faire jouer, ça me paraît bien, parce qu'il fallait lui donner du temps de jeu. Toujours pareil, il faut qu'il retrouve du rythme. Donc pourquoi pas mettre Cristiano? Mais Horta, Ricardo Horta. Alors il a mis son premier but. Bon, en même temps, c'est un caviar de Dalot. Mais Ricardo Horta, qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas ce que ce joueur a déjà fait à la Coupe du Monde. En vrai, il n'y aurait pas Diogo Jota qui s'est blessé d'ailleurs avec Liverpool. Horta serait pas là. Mais ouais, Leao, merci Real Tomami, Leao. Pourquoi tu le mets pas titulaire? C'est-à-dire que Raphaël Leao, soit tu le prends et tu le fais jouer, soit tu le laisses à la maison. Mais là, Ricardo Horta, titulaire en Coupe du Monde, et Leao, qui n'a pas été titulaire sur les deux premiers matchs, il est sur le banc. Non, ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une erreur de casting et encore une erreur supplémentaire pour mon ami Fernando Santos. Salut Choco, comment vas-tu? Bah mais c'est bien, vous êtes nombreux. Je me suis dit vendredi soir, est-ce que je lance le live, est-ce que je le lance pas? Ben finalement, ouais, bah, vous êtes fidèles et je suis très content. Merci Choco qui s'est réabonné. Merci à toi, ça fait super plaisir. Deuxième mois d'abonnement pour toi. Merci beaucoup Choco. Je suis désolé, on n'a même pas vu l'annonce parce qu'elle était sur le côté. Je le remettrai. Je suis désolé. Bah ça va très bien. Donc je continue. Ricardo Horta, non, je suis pas content. Fernando Santos. Bon. Mais bon, passons là-dessus. Et puis, jouant Mario. Jouant Mario, c'est un petit peu complexe pour moi, jouant Mario. Parce que c'est l'un des champions d'Europe, un des gars qui était titulaire, un des mecs qui a fait un super match, une super compétition pendant l'Euro 2016. Donc ça me fait plaisir de le voir là. En plus, avec Benfica, il fait un début de saison qui est extraordinaire. Donc, je suis quand même content de le voir ici. Néanmoins, au poste d'ailier gauche, je suis beaucoup moins satisfait. Là, pour le coup, c'est beaucoup moins bien. J'aurais voulu le voir au milieu de terrain, comme il a été un peu en deuxième période. Et puis, j'aurais préféré, là encore une fois, Leao, 3 points d'interrogation, comme nous le dit Real Toumami. Ouais, incompréhensible que ce joueur ne joue pas. Et puis, ou alors laisser João Félix, parce que João Félix, c'est toujours pareil, c'est un jeune joueur qui a besoin de temps. Lui aussi, il n'a pas beaucoup joué cette saison parce qu'il a eu quelques blessures avec l'Atlético, plus une petite prise de tête en ce moment avec El Cholo Simeone. Les choses vont pas très bien, d'ailleurs il a demandé à quitter le club. Enfin voilà, donc laisser João Félix avec Leao, ou alors tenter une petite doublette avec Gonzalo Ramos. Ça non plus, je comprends pas, Gonzalo Ramos qui rentre pas, qui est pas titulaire, alors il est rentré lors des 2 derniers matchs. Enfin bref. Plein de petites choses qui sont un peu spéciales du côté de Fernando Santos, mais je le porte pas dans mon cœur.
Je considère que si le Portugal n'atteint pas les demi-finales, ça sera de sa faute, en grande partie. Et bon, bah, sur ce match, c'est encore une fois pas terrible au niveau de la compo. Même si il y a un petit peu de mieux avec Vitinha, Núñez, avec le déplacement à gauche de Cancelo, le premier match d'Antonio Silva. Bon, voilà. En gros, il a bien commencé. Et puis, plus ça avançait, plus ça devenait compliqué pour lui. Bon, sur ce match, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Ben, sur ce match, je vous l'ai mis. Regardez, je vais vous le montrer. Hop, vous l'avez ici, le Portugal comme d'hab. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que comme à son habitude, le Portugal, alors qu'il doit gagner un match tranquillement, sans difficulté aucune quasiment, eh bien, il se fait rattraper et il se fait battre. Il se fait battre en toute fin de match. Je vais vous le montrer tout de suite, parce que j'ai 3 exemples du coup, mais il y en a d'autres. Mais les 3 derniers les plus flagrants, hop, Portugal-Serbie. C'est pas bien vieux, vous voyez pas la date, mais je vais vous la montrer. Je peux pas vous la montrer, mais c'est... Enfin, si je peux vous la montrer, mais attendez, ça me demande un petit peu de technique. Portugal-Serbie, 14-11-2021, donc quasiment un an jour pour jour. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, Aleksandar Mitrovic, 90e. Et c'est pas n'importe quel match. C'est un match super important parce que à ce moment-là, c'est les qualifications donc pour la Coupe du Monde. Le Portugal est premier du groupe et la Serbie est deuxième. Celui qui gagne finit premier du groupe et donc s'évite les barrages, tandis que le deuxième, donc celui qui perd, ou en cas de match nul la Serbie, va en barrage de la Coupe du Monde. Eh bien, le Portugal ouvre le score à la 2e minute par Renato Sanchez, domine la première la première jusqu'à la 75e minute domine complètement le match, se crée un maximum d'occasions, même si la Serbie égalise sur un coup de pied arrêté, et vous allez voir que c'est pas sans conséquence par rapport à tout ce que je vais développer par la suite. Et puis, bien sûr, on recule, on défend pas bien, on n'arrive pas à marquer le 2e but pour tuer le match, et on prend un but à la 90e. Résultat, on va en barrage. Alors les barrages pour les qualifications, ça c'est notre grande spécialité. Par chance, on a failli quand même en barrage jouer l'Italie. Parce que d'abord on bat la Turquie et ensuite on a de la chance. L'Italie se fait battre à la surprise générale par la Macédoine du Nord. Et on récupère la Macédoine du Nord, je crois. Oui, c'est bien la Macédoine du Nord. Ou le Monténégro, je sais plus. L'une des deux. En tout cas, ça joue en jaune et rouge, donc c'est pour ça que peut-être que je confonds. Mais en tout cas, on se qualifie pour cette Coupe du Monde difficilement. Et on aurait pu avoir un Portugal-Italie qui aurait été peut-être compliqué. On aurait peut-être même pu ne pas aller à cette Coupe du Monde. À cause de ce but à la 90e minute. Deuxième exemple. Portugal-Espagne. C'est encore plus récent. C'était le 27 septembre de cette année. Donc il y a à peine 3 mois. Spécialiste de transformer des matchs simples en matchs compliqués. Exactement. Ça, c'est totalement vrai, Eristoff. Pour info, Eristoff, lui, vit au Portugal. C'est un grand fan de l'équipe de France. Hein. Il est plus pour la France que pour le Portugal, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, il sait de quoi il parle, puisque lui, il vit le championnat portugais. Et du coup, les émissions de radio, les émissions de télé, on parle plus du Portugal que de la France. Donc voilà, il sait ce qu'il vous raconte. Donc ce que je suis en train de vous dire, en tout cas, est justifié à ce niveau-là. Donc ce match-là, du 27 septembre, je rappelle ce qui se passe. On a le Portugal qui est premier du groupe, c'est la Ligue des Nations. Il leur suffit d'un match nul pour être qualifié. Et, bien sûr, le Portugal, sur ce match... alors, on n'a pas la possession de balle, parce qu'on va en parler des Espagnols, hein, on va en parler de cette possession de balle stérile. Bon, bah là, contre le Portugal, c'était exactement ça. Je crois qu'ils ont... on va regarder un petit peu les stats. Voilà, 68% de possession de balle, 682 passes... voilà, ça c'est très espagnol. Mais alors contre le Portugal, c'était une possession de balle qui ne dépassait pas les 40 mètres portugais. Voilà, donc ils ont joué à la baballe en défense. Le Portugal se crée un maximum d'occasions. Et bien sûr, quelques changements côté espagnol. Le Portugal recule. Et regardez, Alvaro Morata, 88e minute. 88e minute. Quelles sont les conséquences de ce but d'Alvaro Morata sur un match qu'on aurait dû gagner 20 fois? Eh bien, le Portugal est éliminé du Final Four
de la Ligue des Nations, qu'on retrouvera au mois de juin, avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et les Pays-Bas. Normalement, il y aurait dû avoir le Portugal, et non, parce qu'on a perdu. Et donc aujourd'hui, Portugal, Corée du Sud, c'est très bizarre quand même, hein, vous avez vu ça? Portugal but à la 2e, Portugal but à la 5e, Portugal qui prend un but à la 33e, sur coup de pied arrêté, Portugal qui prend un but à la 27e, sur coup de pied arrêté, et puis le but serbe à la 90e, le but coréen à la 91e. Là c'est pas du hasard. Clairement, là, on est vraiment sur un problème récurrent qui n'est pas réglé par cette équipe portugaise. Et en plus, là, sur ce match, regardez, 62% de possession de balle. On a eu le ballon, on a eu les plus grosses occasions, et on finit, comme d'habitude, par prendre un but à la fin de match, alors qu'on a marqué les premiers, et qu'on a ultra dominé. Donc c'est très très chiant, et c'est tellement une habitude que ça m'inquiète, moi, personnellement, parce que je me dis, qu'est-ce qui va se passer lors des matchs à élimination directe? Est-ce qu'on va pas encore une fois reproduire ce scénario qui devient un scénario habituel et à chaque fois le Portugal est en position assez facile dans le match, et comme tu l'as dit Christophe, elle se rend le match super compliqué jusqu'à ce qu'on perde, hein, et alors aujourd'hui ça n'a pas de conséquences, c'est un peu comme l'équipe de France, c'est une défaite dont on s'en fout. Même si tout ce que j'ai dit pour l'équipe de France finalement est à peu près vrai pour le Portugal. C'est-à-dire qu'une défaite, c'est jamais bon signe, que ça peut mettre des tensions dans l'équipe, que psychologiquement, ceux qui passent à côté de leur match peuvent lâcher, que ceux qui sont sur le banc peuvent avoir aussi un relâchement en se disant que finalement, ils n'ont même pas eu besoin de jouer pour garder leur place. Il y a plein de choses comme ça. Bon, quand même quelques différences avec la France. C'est que, on a vu sur l'équipe de France, il y a eu un changement de système, des joueurs qui n'ont pas joué à leur poste. C'est un peu moins vrai avec le Portugal. Pratiquement tout le monde a joué à son poste, si ce n'est jouant Mario, que je considère pas comme un ailier, mais qu'on pourrait mettre ici. Et là, dans un 4-4-2, quand c'est un 4-4-2 à plat, il a déjà joué dans cette position-là, puisque c'était la position qu'il occupait pendant l'Euro 2016. Donc, il n'y a pas vraiment de joueur qui n'a pas joué à sa place. L'équipe, elle a un petit peu moins tourné que l'équipe de France. Donc, c'est normal aussi qu'on se retrouve avec moins de difficultés qu'a connu l'équipe de France. Malgré tout, il y a des choses qui n'ont pas été, puisque c'est une défaite dont on s'en fout, dont on se fout littéralement. Mais je pensais honnêtement qu'avec l'équipe qu'on avait là, on n'aurait pas de soucis face à cette Corée du Sud. Eh bien, je me suis bien trompé, même s'il faut reconnaître quand même que la Corée du Sud, elle a énormément de chance, parce que sur le premier but, c'est un corner, duel de la tête perdu par Dalot, et je vais y revenir tout de suite. Perdu par Dalot, donc personne ne touche le ballon, ça atterrit dans le dos de Cristiano Ronaldo. Du coup, toute la défense portugaise était un petit peu remontée, et puis il y a 3 Coréens qui se retrouvent seuls, et donc là il est à 1 mètre des buts, il marque. Ok, bon voilà, c'est vraiment la faute à pas de chance, parce que clairement, ça tape dans le dos de Ronaldo, ça rentre. Qu'est-ce que tu nous dis? Mondial 2002, ils ont perdu 1-0 contre la Corée, but à la 70 minutes et finissent 3e du groupe. Ils sont habitués à gagner contre le Portugal. Oui, c'est vrai que dans cette Coupe du Monde de la Corée et au Japon en 2002, le Portugal avait été éliminé par la Corée du Sud après avoir fait un match nul contre les États-Unis et un match nul, je sais plus contre quelle équipe lors du premier match. Enfin, le Portugal était passé à côté de cette Coupe du Monde. Et en effet, on avait perdu 1-0 contre la Corée. Mais c'était vraiment dans d'autres conditions. Parce que contre la Corée en 2002, on joue très mal. Alors que ce soir, c'est pas le cas. On joue pas mal. On joue même plutôt bien. Il y a même eu des phases que j'ai trouvées intéressantes tactiquement, dont je vais vous parler. Mais oui, c'est la 2e fois qu'on perd contre la Corée. Bon, toujours sur un 3e match qui est un petit peu délicat. Donc je vais revenir sur Dalot, parce que voilà, là le but, Dalot qui perd son duel, ça tape dans le dos de Ronaldo, ça rentre. Par contre, il y a eu un premier but pour les Coréens qui a été marqué à la 16e minute et qui a été refusé pour hors-jeu. Un hors-jeu où il n'y a pas de discussion. Et là, encore une fois, on a vu un Dalot perdre son duel de la tête face à Shaw. Sauf que bon, cette fois-ci, il y avait hors-jeu. Mais donc, Dalot, le premier poteau de la tête, ça fait quand même 2 grosses erreurs. Donc ça aussi, c'est très vite à corriger. Il faut que Fernando Santos analyse bien ça.
Je sais pas si vous l'avez vu, vous, ou en tout cas si les journalistes en ont parlé, puisque moi, en regardant le match, je les ai pas entendus parler de cette double erreur. Mais en tout cas, c'est le cas. 2 fois Dalot, il est battu de la tête, et 2 fois, on prend un but sur corner. Donc voilà, ça, les coups de pied arrêtés, va falloir faire attention. Même si, bon, aujourd'hui, il manquait aussi Ruben Dias et que c'est une défense expérimentale parce que jamais cette défense n'a évolué ainsi dans ce système avec ces joueurs-là. Donc tout était un petit peu neuf. Mais il faut faire attention. Et puis, il y a quand même le deuxième but, pour moi, c'est quand même enfin, c'est un but offert aux Coréens. Parce que c'est un corner côté pour le Portugal. Et là, en fait, on est à un partout. Il reste allez, 4 minutes d'arrêt de jeu. Et on monte. Nos deux centraux montent. Notre milieu de terrain défensif monte. Donc on se retrouve avec un seul mec derrière. Et donc là, on prend un but sur une contre-attaque. Alors que ça ne doit pas arriver. Là, encore une fois, c'est à Fernando Santos de calmer ses joueurs et d'attraper, quand il voit tout le monde monter, de dire au moins à 2 ou 3 joueurs, c'est vas-y, on est à la 91e, on n'a pas besoin de gagner ce match. Ne pas le perdre, c'est déjà très bien. Ne montez pas tous, restez tranquillement derrière à 2 ou 3. Et puis, comme ça, s'il y a une contre-attaque, bah, vous pouvez intervenir. Bien sûr, on ne le fait pas et on offre le deuxième but aux Coréens. Donc, des erreurs à ne plus commettre. Est-ce que c'est parce que c'est un troisième match et qu'on s'en fout? Moi, je sais pas. J'arrive pas trop à comprendre ça. On va en parler en troisième partie fallait-il faire tourner à ce point-là? Parce que au vu de résultats de toutes les équipes qui étaient quasiment qualifiées, bah, je me demande si c'était une bonne idée. Est-ce qu'il faut vraiment mettre le match des coiffeurs pendant une Coupe du Monde? Mais bon, on va revenir là-dessus après. Je vais pas débattre maintenant. Mais en tout cas, quand même quelques erreurs. Quelques erreurs à ne plus commettre, mes amis portugais, pour les prochains matchs, parce que là, ça va coûter cher sinon. Sinon, j'ai vu tactiquement, il faut que je vous en parle un petit peu, tactiquement, j'ai quand même vu des belles choses. Vitinha, Matheus Nunes au milieu de terrain, ça reste quand même assez solide. Ils ont jamais été mis en difficulté par les Coréens qui ont défendu. Salut PTK, j'espère que tu vas bien. PTK, c'est mon frère, hein, donc ça me fait toujours plaisir de te voir sur le live. Je passe mes journées avec lui. Chaque fois, je lui dis n'oublie pas le live. Chaque fois, il me dit qu'il ne sera pas là. Et en fait, il est là tous les soirs, donc bienvenue à toi. Ça me fait plaisir. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, tactiquement, la Corée, elle a joué défensif. Un style avec 2 lignes assez resserrées. Mais contrairement à l'Uruguay et au Ghana, elle a quand même essayé de se projeter dès qu'elle l'a pu, ce qui n'a vraiment pas été le cas des Ghanéens ni des Uruguayens. Donc déjà, un petit big up à la Corée pour ça. C'est quand même une équipe qui joue, c'est une équipe avec des joueurs qui courent, qui font des efforts, et je trouve ça très intéressant. Et en plus de ça, il y a un autre point qui est très différent et des Uruguayens et des Ghanéens, c'est que les Coréens, ils essayent pas de casser le rythme, ils essayent pas de faire des fautes, ils essayent pas de gêner l'équipe adverse. Elle essaye de jouer cette équipe de Corée. C'est une équipe qui est très fair-play. C'est aussi le cas des Japonais, hein, et ça, faut le souligner. Et c'était très sympa parce que du coup, c'est un match qui est beaucoup moins haché, qui est plus vivant, et c'est un match où on se fait moins chier, hein, très honnêtement. Donc, je suis content dans un sens que ce soit la Corée qui soit qualifiée, parce que, une nouvelle fois, vis-à-vis des Ghanéens et des Uruguayens sur ce qu'ils nous ont proposé sur cette Coupe du Monde, et ben les Coréens, ils méritent bien plus. Et ils s'offrent un super match contre le Brésil en 8e de finale. Voilà pour cette équipe du Portugal. Prochain match, on va en parler. Ça va être contre la Suisse. La Suisse que j'ai regardé un petit peu ce soir. J'ai regardé un petit peu le Brésil, un petit peu la Suisse. Un match de fou, hein. Suisse-Serbie. En vrai, j'ai pas vu toute la première période puisque j'étais un petit peu côté brésilien pour vous en parler. Mais un match de fou. Une victoire 3-2. Est-ce qu'il y a des vrais enseignements à en tirer? Côté suisse, on a vu une équipe qui collectivement était supérieure à l'équipe serbe. Mais c'était pas non plus extraordinaire. C'est deux équipes qui sont très défensives.
qui préfèrent ne pas avoir le contrôle du ballon. Bon, ça convient bien aux Portugais. Nous, on est plutôt une équipe qui a le ballon, qui a la possession de balle et qui aime bien être, et qui aime bien créer. Donc finalement, là, on va se retrouver contre des Suisses qui, eux aussi, vont être satisfaits parce qu'ils vont pas avoir besoin d'avoir la possession. Il va falloir se méfier de Brelem Bolo devant, parce que c'est un joueur qui a beaucoup progressé et qui devient difficile, qui devient épais physiquement et donc difficile à prendre au marquage. Maintenant, face à Pep et face à Ruben Dias, il va quand même avoir des clients et il va y avoir du répondant. Mais sinon, cette équipe de Suisse, bon, faut pas s'attendre à avoir un match ultra débridé. Ça va être un petit peu comme le France-Pologne, quoi. En plus, elle a bénéficié de grosses erreurs défensives serbes. L'alignement serbe, les gars. Je vous avais montré un petit peu ce qui s'était passé lors de Serbie-Cameroun. Si vous ne l'avez pas vu, retournez voir le live. Parce que je vous avais fait une petite planche tactique dessus. Ouais, Milenkovic, le joueur de la Fiorentina, il a encore réussi à nous faire 2 ou 3 alignements dégueulasses et ça leur a coûté des buts. Donc vraiment, cette Serbie, elle se sabote toute seule parce que défensivement, c'est trop faible. Et donc, la Suisse qui met 3 buts, c'est parce que c'est la Serbie en face. Hein, parce que sinon, s'il y a une vraie défense, c'est pas une équipe qui a joué pour mettre 3 buts. Donc en vrai, on va se retrouver certainement dans un schéma tactique qui va ressembler au match qu'on va avoir dimanche entre la France et la Pologne. C'est-à-dire, et bon, finalement, au cours de cette Coupe du Monde, le Portugal est habitué à avoir la possession de balle, devoir faire le jeu, devoir trouver la faille et faire très attention aux contre-attaques. Voilà. Donc, en soi, sur le papier, je pense que le Portugal est favori. Même si on se rappelle que la Suisse, elle a battu le Portugal il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de juin dernier. Non, au mois de septembre, 1-0. Ça, c'est la grande force des Suisses, hein, de gagner un match par un but d'écart. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait contre le Cameroun, notamment pendant cette Coupe du Monde. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est une équipe qui défend et si elle arrive à marquer, après, c'est extrêmement dur de lui passer devant. Donc, il va falloir qu'on soit très concentré, qu'on soit décisif sur les coups de pied arrêtés et puis qu'on fasse ce qu'on avait bien fait contre l'Uruguay, c'est-à-dire faire tourner le ballon très vite. Essayer de dédoubler sur les côtés et puis il va nous falloir un grand Cristiano parce que ça c'est un des débats que je voulais avoir avec vous. C'est la grande grosse énorme gigantesque, je sais plus, j'ai plus assez de vocabulaire pour vous dire à quel point on est dépendant de Cristiano Ronaldo. Et même ce soir où Cristiano il bouffe la feuille parce qu'il a pas fait un bon match, hein, l'ami tonton Ronaldo. C'était pas un super match, il a raté beaucoup d'occasions, il a été souvent hors jeu, il s'est beaucoup énervé. Donc pas un bon match de Cristiano, mais dès qu'il sort, bah ça se passe moins bien. Et on a l'impression que cette équipe, elle devient presque inoffensive dès qu'il n'y a pas Ronaldo devant. Donc cette dépendance à Cristiano, elle va être compliquée. Elle va être compliquée à gérer parce que si lui, il n'est pas bien, c'est compliqué pour toute l'équipe. C'est un petit peu comme l'Argentine avec Messi, hein, de toute façon, ou la France avec Mbappé. C'est ces joueurs qui focalisent tellement d'attention de la part des équipes adverses que lorsqu'elles sont un petit peu moins bien, eh bien, tout le match s'en ressent, toute la prestation de la globalité du collectif portugais va s'en ressentir. Donc cette dépendance à Ronaldo, ça me fait rire parce que j'ai quand même lu pas mal de choses avant la Coupe du Monde où beaucoup de gens pensaient que Ronaldo, fallait peut-être pas le mettre titulaire, que son impact sur l'équipe était plus forcément positif. En réalité, messieurs, tous ceux qui ont pensé ça et tous les journalistes qui se sont posés cette question, moi je réponds à ce débat en disant bien sûr qu'il est essentiel, c'est même pas il est essentiel, il est vital pour cette équipe. Sans lui, cette équipe n'est pas une équipe capable d'aller chercher une demi-finale de Coupe du Monde. Donc, bien sûr qu'il nous faut Cristiano Ronaldo, parce que, premièrement, il donne confiance à ses coéquipiers. À partir du moment... Tous le regardent comme un idole. Enfin, la plupart sont très jeunes. Vitinha, Mateus Nunes, Dalot, Antonio Silva, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leao. Ces gars-là, quand Cristiano a commencé à jouer avec le Portugal, en sélection, ils avaient 9, 8, 10 ans. Donc ils ont tous grandi avec les buts de Cristiano Ronaldo. Donc déjà, c'est un idole. Et donc il porte, juste par son aura, il donne confiance à ces joueurs-là.
Donc déjà, le fait qu'il soit pas sur le terrain, ça risque d'être négatif parce que il va y avoir des doutes qui vont se créer. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il fait extrêmement peur aux adversaires. Et que on peut pas lui laisser 1 mm d'espace. On l'a vu contre l'Uruguay. Alors il touche pas le ballon, mais c'est lui qui est là de la tête sur le centre de Bruno Fernandes. C'est lui qui va gêner le gardien. C'est parce que lui, il est là qu'il y a le but. Sur le premier match, il est décisif. Le penalty, c'est sur lui. Il en met un sur une faute de Djikou. Il y a un but qui est refusé. Mais enfin voilà, pour les adversaires, il est extrêmement pénible parce qu'il faut le surveiller constamment, parce que la moindre erreur, elle se paye cash, parce qu'il libère de l'espace pour les autres joueurs et qui ont de la qualité technique. Donc voilà. À ce débat, est-ce que le Portugal est dépendant de Cristiano Ronaldo? La réponse est oui. Est-ce que ça c'est bien? Pas forcément, parce qu'il ne sera pas éternel et qu'il va falloir penser à l'après Ronaldo. Mais ça, on verra ça après cette Coupe du Monde. Euh, mais dans le même temps, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on doit se poser une question sur sa titularisation ou sur son niveau? Bah, la réponse là, c'est clairement non. Il n'y a pas de question à se poser. Moi, je suis sélectionneur, je mets Cristiano Ronaldo titulaire, et puis après, je place mes autres joueurs. Voilà. D'abord, c'est lui, et puis tout le reste suivra. En tout cas, voilà. Donc ce faux débat sur Cristiano Ronaldo, voilà. En tout cas, ici en tribune, moi je l'ai tranché. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. N'hésitez pas à me dire si pour vous il y a des doutes. Est-ce que je vous mets un petit sondage? Attendez, est-ce qu'on peut faire un petit sondage? Est-ce que je vous fais un petit sondage? Ah là, je vais vous faire participer. Ronaldo, indispensable. Allez, vous voyez, on innove. Ronaldo, indispensable. Vous avez juste à mettre oui ou non. Allez, je vous laisse. Hop, on va mettre ça pendant 2 minutes. On n'autorise pas les votes supplémentaires parce que on va pas faire des élections à la russe, hein. On va faire chacun vote une fois. Hop, le sondage, il est lancé. Et je regarde un petit peu ce qui se passe. Vous avez 2 minutes pour répondre au sondage. N'hésitez pas à participer. Comme ça met un petit peu de vie. Et moi, j'ai votre avis. Donc, indispensable pour l'instant, je vois du non. Bon, bah écoutez, vous avez des gens pas d'accord avec moi. En tout cas, voilà. Ça, c'était pour le Portugal. Donc voilà, je vous ai expliqué comment faut jouer contre la Suisse. Je vous ai dit, si on fait pas de bêtises, et bah tout se passera bien. À voir, mais en tout cas, ça sera un match déjà à 20h, donc ça sera très bien. On va pouvoir regarder ce match assis dans un canapé sans aucun problème. Oh bah c'est serré, hein, dites-moi, hein. C'est plutôt serré. Il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Vous trouvez pas Ronaldo indispensable avec le Portugal? Vous trouvez que la génération qui est derrière, elle est suffisante? Moi, j'en suis pas persuadé, hein, vraiment. Enfin, on verra ça. De toute façon, on garde ce sondage, on garde les comment ça s'appelle les résultats et puis on verra ça au moment de la décision finale. On verra s'il a été indispensable ou pas au Portugal. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais voir avec le Portugal. On verra si il y en a qui ont réussi à convaincre l'ami Santos qu'ils avaient leur place pour cette Coupe du Monde. Je pense notamment à Vitinha. En tout cas, moi, je croise les doigts et j'espère vraiment qu'on va voir un Vitinha solide. Portugal les baisse, merci Choco, ça fait plaisir. Bah écoute, moi je les ai placés en favoris, mais ils ont perdu. Et on va en parler. Voilà, ça va être la transition. Vous avez vu, j'ai réussi ma transition. On va parler tout de suite des énormes surprises